Eh bien, merci beaucoup Jean-François. Merci beaucoup à tous pour vos communications sur ces glaucomes complexes. On va donc passer à la session de discussion et on va commencer évidemment par le premier orateur, le professeur Labbé. Donc évidemment, c'est un glaucome qui est fréquent. C'est le deuxième, enfin c'est la première cause de glaucome secondaire. Donc évidemment, il y a pas mal de questions dans le chat concernant ce type de glaucome. Il y en a une concernant l'explication des angles fermés dans ces syndromes exfoliatifs. C'est vrai qu'il a été rapporté dans les premiers papiers à une prévalence des fermetures de langue plus importante que dans la population générale. Est-ce Alors, vrai et comment c'est vrai, l'expliques-tu? c'est vrai. D'ailleurs, il faut y penser. C'est pour ça que j'ai dit dans ma présentation qu'il faut, avant de dilater une pseudo-exfoliation capsulaire, il faut faire une gonioscopie. C'est une cause classique de crise aiguë de fermeture de langue, de dilatation, hein. Donc ça, c'est un cas classique. Pourquoi ils en font plus? D'abord, c'est souvent des patients plus âgés que les GPAO. Ça, on l'a dit. Donc, qui dit plus âgé dit cristallin plus gros, souvent une cataracte. Donc, ça participe au mécanisme. Et la deuxième facteur probablement plus important, c'est qu'il y a des atteintes zonulaires dans la pseudo-exfoliation capsulaire parce que ces dépôts se font au niveau de la zonule. Et donc, ça favorise ce mouvement d'antéroposition du cristallin. Donc, c'est les deux causes. Voilà, plus de cataracte et plus évolué, et puis cette fragilité zonulaire. Donc, c'est un classique, hein. Et si on pousse un petit peu la réflexion sur ces fermetures de l'angle, dans quel cas proposerais-tu une IP ou dans quel cas tu ne la proposerais pas ou est-ce que en fait ça ne s'impose pas parce que la cataracte est souvent à opérer? Qu'est-ce que tu Alors, en bon, penses? là, je pense qu'on est sur la prise en charge d'une fermeture de l'angle, et moi, je raisonnerais fermeture de l'angle comme sur les autres fermetures de l'angle. Mais comme je le disais, effectivement, c'est souvent des patients plus âgés avec une cataracte, et si à ce stade-là, on a un angle fermé, c'est vrai que l'ablation du cristallin reste un moyen bien simple enfin, pas simple, mais un moyen classique de réouvrir l'angle, tout en faisant attention aux laxités zonulaires, parce que la pseudo-exfoliation, c'est une cataracte qui n'est pas facile. Il faut le retenir à l'esprit. Ouais. Et dernière question te concernant, très pratique aussi, puisque tu as bien expliqué que ces patients atteints d'un syndrome exfoliatif commencent évidemment par le stade de l'hypertonie oculaire et qu'il faut les prendre en charge différemment que les hypertonies oculaires classiques, donc pas dans le cadre d'une cause secondaire. Donc la question qui t'est posée, quels examens réalises-tu et quel est le rythme de surveillance donc de ces hypertonies oculaires sans glaucome et avec un syndrome exfoliatif? Donc, c'est quand même des patients qui ont déjà une hypertonie oculaire. C'est pas le patient qui a juste la pseudo-exfoliation capillaire sans hypertonie. On est déjà au stade d'hypertonie oculaire. Donc, moi, c'est des patients que je vais surveiller plus fréquemment, essayer de les voir à des horaires différents pour essayer d'être sûr d'attraper éventuellement, si possible, c'est pas sûr, mais si on peut, c'est toujours bien, un pic de tension. C'est des patients que je vais revoir tous les 6 mois. Contrairement à une hypertonie oculaire qu'on verra une fois par an, l'hypertonie oculaire associée à la pseudo-exfoliation, je le verrai tous les 6 mois avec l'examen de l'OCT. Évidemment, et le champ visuel, ça va être très honnête, ça va dépendre de l'atteinte. S'il n'y a pas d'atteinte du champ visuel, je ferai le champ visuel une fois par an. Et s'il y a une atteinte du champ visuel, je la ferai tous les 6 mois, au même moment où je ferai l'OCT. Voilà à peu près ce que je vais faire comme prise en charge dans ces cas-là. Juste pour revenir, l'hypertonie associée à la pseudo-exfoliation capsulaire nécessite un traitement. Dans l'étude OHTS qui nous a tous expliqué à quel stade ou quand est-ce qu'on devait traiter les hypertonies oculaires en fonction du risque de conversion, les pseudo-exfoliations capsulaires ont été enlevé de ce groupe. Donc, on ne peut pas raisonner avec ce qu'on a appris. Donc, hypertonie et pseudo-exfoliation, on n'est pas là à dire pachymétrie fine, pas fine. Bref, c'est des patients qu'on doit traiter. Très bien, merci Antoine. Florent, je te laisse la parole pour interroger le deuxième orateur. Donc, Amina, pour les glaucomes uveitiques, alors j'ai deux questions à te poser. Une première qui a été posée dans le chat. Est-ce que la chirurgie dans les glaucomes uveitiques doit être proposée tôt? Je pense plus tôt que dans les GPAO. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est vraiment une bonne question. En fait, comme pour les GPAO, elle doit être proposée s'il y a un échec au traitement de première intention, si la PO cible n'est pas atteinte malgré un traitement médicamenteux pris de manière optimale, première intention. Néanmoins, on sait que les glaucomes uveitiques souvent ont des résistances au traitement médicamenteux un petit peu plus importants que les GPAO. Donc, dans ces cas-là, il faut les prendre en charge au bon moment. À savoir une chose, c'est qu'il faut quand même essayer, c'est quand même bien préférable de les prendre en charge quand l'inflammation est contrôlée, parce que si l'inflammation n'est pas contrôlée, évidemment, il y a un risque d'échec qui est beaucoup plus important, avec un risque de fibrose beaucoup plus important, comme on l'a vu chez les patients.
J'avais une deuxième question sur le bilan étiologique qui est assez variable quand on voit les bilans étiologiques qui sont faits par les différents collègues. Est-ce qu'on a des recommandations ou des algorithmes qui nous disent en fonction de la présentation, par exemple granulomateuse, non granulomateuse, synéchiante, le terrain, unilatéral, bilatéral, est-ce qu'il y a des algorithmes qui disent quels examens on doit réaliser? Et notamment, je te pose la question parce que j'avais entendu dire qu'à l'hôpital de la Croix-Rousse, voilà, l'équipe avait publié ou recommandé ou développé un algorithme sur le bilan étiologique des uvéites. Oui, en fonction du type d'uvéite, et on travaille nous beaucoup avec on travaille beaucoup avec la médecine interne dans le service du professeur Sève pour les uvéites, c'est-à-dire pour les uvéites antérieures. Habituellement, nous on fait ce qu'on appelle le bilan Ulysse, c'est-à-dire pour tous les patients, il y a un NFS, CA. On fait systématiquement une radiographie pulmonaire ou un scanner thoracique selon les présentations et l'orientation vers le risque, et puis un TPHA VDRL et un IDR tuberculine ou alors un quantiferon. Donc ça, c'est chez les patients standards. Ensuite, on sait que certains patients, les femmes de plus de 50 ans, la première cause d'uvéite antérieure, ça va être essentiellement la sarcoïdose, donc on va la traquer de manière plus importante. Mais on oriente beaucoup aussi en fonction du type d'uvéite. Il y a des arguments pour un herpès, on va faire une PCA uvéite. Donc on lance plus, parce qu'avant, on avait historiquement un énorme bilan uvéite à faire à tous les patients avec des recherches de sérologie herpétique, toxoplasmose, toxocarose, enfin les Bartonella et tout. Et en fait, on ne savait pas du tout quoi faire de ces bilans. Donc, on va assez facilement avoir l'orientation en fonction du type d'uvéite, le type de pathologie qu'on va rechercher. Dans les upéites hypertensives, on a vraiment les types de traitements, et ensuite, on va être très orienté en fonction de la clinique. Et on recherche plus volontiers une cause générale pour les uvéites qui vont évidemment être avec des atteintes bilatérales. Et on s'oriente aussi en fonction de l'âge des patients. Donc, c'est vraiment le bilan est vraiment à orienter en fonction de la clinique et ne pas lancer un bilan général pour tous les patients. Merci, très clair et très détaillé. Je laisse Cédric poser les questions à Elisa. Alors, Elisa, les myopes forts, il y a plusieurs questions là aussi te concernant. La première, c'est évidemment sur la pression cible. Parce qu'on sait qu'il y a un problème évidemment souvent d'épaisseur de cornée et de biomécanique altérée. Donc la pachymétrie cornéenne n'est pas souvent suffisante pour interpréter la pression intraoculaire. Donc quelle est ta stratégie pour déterminer la pression cible? Et globalement, quand tu appliques un traitement, comment raisonnes-tu? Est-ce qu'il s'agit d'une pression cible absolue, relative? Je te laisse argumenter. Alors, c'est vrai que il faut vraiment corréler quand même à la pachymétrie des chiffres pressionnels. Il y a quand même beaucoup de patients myopes qui vont pas dire spontanément qu'ils ont eu une PKR ou une chirurgie réfractive et qui vont avoir des cornées très fines. N'importe quel patient myope fort est pour moi un peu suspect, même avec des tensions apparentes normales de glaucome. Je vais avoir vraiment le champ visuel très très facile parce que l'OCT il est quand même rarement simple d'interprétation et enfin, dès qu'on a une papille un peu dysmorphique, je me méfie complètement de l'OCT et je fais faire assez systématiquement des champs. Et en termes de tension, globalement, quand il y a un champ normal et une hypertonie, je vais essayer d'être en dessous enfin, plutôt autour de 15-16 mm de mercure, avec des épaisseurs de cornée normales, je parle. Et par contre, dès qu'il y a un glaucome avéré, je vais vraiment essayer d'être en dessous. Donc, si possible, autour vraiment de tension basse, 12-13. Moins si vraiment on a des chiffres d'épaisseur très très bas, mais je vais vraiment essayer de cibler des tensions assez basses. Pour moi, tout ce qui est en tout cas au-dessus de 17-18 mm de mercure, ça va être trop pour un myope fort. Est-ce que tu raisonnes quand même en pourcentage de baisse? Je veux dire par là, est-ce que les valeurs qui sont retrouvées dans les grandes études thérapeutiques, tu les appliques ou tu t'en méfies un petit peu? Je les applique plus ou moins, c'est-à-dire que je prends toujours la valeur plus faible. C'est-à-dire que dans les grandes études, on dit souvent 18 mm de mercure, puis 15, puis en dessous. Et en fait, 18, je trouve que c'est déjà trop de base pour le myope fort. Donc, je pars plutôt des valeurs inférieures. Mais ensuite, chaque patient est différent. Donc, il faut voir déjà l'atteinte structurelle de départ, les antécédents aussi, bien sûr. Et plus les myopies sont fortes, plus on va essayer de cibler bas aussi. C'est important. Parce que comme on a dit, le degré de myopie, il est vraiment corrélé exponentiellement un peu au risque de glaucome.
Donc, on comprend à ta réponse que tu te méfies beaucoup de la mesure de la pression intraoculaire. Et donc, l'autre pendant de la question de la même personne, c'est comment formuler ça? Quels examens vas-tu utiliser? Vas-tu privilégier entre OCT, champ visuel? Quelle est ta stratégie, en fait, Ça, pour je essayer l'ai de dit. capter les informations? Ouais, c'est rare quand même les myopes forts qui ont des nerfs optiques, on va dire, standards, où on peut vraiment regarder bien l'excavation, voir la rétinien correctement. Donc, beaucoup de rétinophotos. Et ensuite, bon, je fais des OCT, mais en fait, les OCT, je leur dis, bon, vous allez être en dehors de la base de données de l'appareil, donc c'est normal que ça sorte très rouge sur les images, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, mais c'est très rouge, et vous me dites que ça va. Donc je leur dis, je me fie pas trop à cette analyse-là. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est dans le temps, comment ça évolue par rapport à votre propre image de référence. Donc ça, c'est le premier point pour l'OCT. Le GCC, effectivement, le paramètre pour moi plus significatif que les films nerveuses rétiniennes, mais encore une fois, s'il y a des anomalies maculaires, il va être biaisé également. Et par contre, le champ visuel, vraiment, voilà, pour moi, n'importe quel myope fort, même avec une tension normale, va avoir au moins un champ de référence, et puis peut-être tous les 3 ans, je vais lui en refaire un, ou quelque chose comme ça, s'il n'y a rien. Et tous les myopes forts et qui sont hypertones ou glaucomateux avérés, ils vont avoir systématiquement à répétition un champ visuel. Et ça, c'est vraiment primordial. Bon, l'élargissement de la tâche aveugle, on s'en moque et c'est attendu. Par contre, voilà, il faut simplement pas mal se méfier des dispersions qui, là, peuvent mimer des arciformes. Donc, il faut bien corréler l'analyse du nerf optique clinique au déficit qu'on va avoir sur le champ. Très bien. Effectivement, donc il faut capter les informations qu'on a à disposition qui peuvent varier d'un patient à l'autre. Et donc, il ne faut pas faire l'économie d'un examen par rapport à l'autre. Tu as bien répondu. Et dernière question que je te poserai chez les myopes, que tu nous as bien énuméré toutes les options thérapeutiques qui étaient possibles. Donc, au-delà de la pression cible, si tu dois opérer le patient, la progression est avérée. Le risque, je dirais, un peu spécifique des myopes forts, c'est le risque de pli rétinien, même lorsqu'il n'y a pas forcément d'hypotonie. Est-ce que, du coup, par rapport à ce risque-là, tu prends des précautions particulières, tu utilises des techniques particulières, ou tu considères que c'est un aléa et finalement tu ne changes pas tellement ta stratégie par rapport aux primitifs à longueur axiale classique? Alors, j'avoue que jusqu'à peut-être il n'y a pas très longtemps, j'aurais dit je ne change pas tellement ma stratégie en dehors de faire des sclérectomies, alors que je suis vraiment beaucoup plus trabéculectomie chez les patients qui, même à angle ouvert, qui ne sont pas myopes forts. Les myopes forts, c'est quand même, je trouve, avec des réponses thérapeutiques beaucoup plus, je dirais pas aléatoires, mais on a vraiment des très fortes variations de pression en post-op, et les complications sont quand même marquées en fait quand on en a. Donc je m'en méfie plus parce que j'ai eu 2 cas assez compliqués à drainer, etc., avec des gros hématomes choroïdiens alors que la tension n'était pas effectivement particulièrement basse et la chirurgie s'était bien passée. Donc c'est vrai que après ces 2-là, j'ai un peu plus la mix facile parce que j'allais vraiment quasiment que sur de la filtrante d'emblée et de la sclérectomie. Et après, pour les sclérectomies, de manière générale, je ne mets pas longtemps la myto. En moyenne, c'est 1 minute, pas tellement plus. Je rince bien. Et ce que je ne fais pas forcément systématiquement chez les non-myopes, je suture de façon lâche, mais je suture quand même le volet. D'accord. À toi, Florent, pardon, pour interroger Esther. Le glaucome du pigmentaire qui a beaucoup de questions. Esther, une question intéressante parce que ça détermine un peu le choix de l'iridotomie ou pas. C'est à quoi reconnaît-on une dispersion pigmentaire active? Merci pour la question. La dispersion pigmentaire active, elle va d'abord être évoquée sur les signes fonctionnels rapportés par le patient. Si le patient rapporte ses halos, ses sensations de pression dans l'œil, notamment après un effort, après une situation qui expose à une mydriase,
mais on va pouvoir l'évoquer. Cliniquement, si vous voyez devant vos yeux et sur vos examens cliniques la dispersion s'accentuer, ou même en regardant, de la même façon qu'on recherche un Tyndall, de rechercher des pigments qui flottent en chambre antérieure, ça peut être un indice de dispersion pigmentaire active. Voilà. Et puis l'aspect de l'iris aussi, le fait qu'il y ait cette inversion de la courbure qui soit présente, ça peut être un argument en faveur aussi. Et puis, on peut le provoquer par de l'exercice, par une dilatation pupillaire. Voilà, ça peut être aussi montrer la dispersion pigmentaire. C'est un témoin d'activité. On peut faire des tests d'effort dans le cabinet d'ophtalmo, effectivement. C'est vrai. Alors, il y avait la question justement, mais tu l'as déjà dit, pourquoi il y a des pics de tension? On peut avoir des pics de tension après un effort physique en cas de glaucome pigmentaire. Il y avait la question qui était posée. Oui, alors les pics de pression que l'on peut observer après les efforts physiques sont liés simplement à l'action mécanique en fait et aux secousses qui peuvent être provoquées lors de cette activité physique, qui vont induire en fait un encrassement supplémentaire et une moins bonne évacuation des fluides. Je ne sais pas si tu as une autre explication, mais moi c'est celle qui me vient comme ça. De la même façon que quand on est exposé à des situations où il y a des mydriases, qu'elles soient médicamenteuses induites ou simplement parce que le patient à une anesthésie, typiquement ce type de situation qu'on connaît notamment parce qu'on redoute dans certains cas des fermetures angulaires ou la prise de certains médicaments, ça peut exposer là encore à ces hypertonies intraoculaires. Le test est possible. On peut demander aux patients de faire un peu de course à pied, par exemple, et de venir après au cabinet ou dans le service. Et des fois, on a des élévations. On a des gens qui ont une PIO normale en visite et qu'on retrouve à 50 ou vraiment des PIO très élevés après un peu d'activité physique. Des chiffres très, très impressionnants, hein. C'est vrai. Et une dernière question, Esther. Comment tu encadres une iridotomie laser chez un patient qui a une dispersion pigmentaire en termes de traitement médical? En cas de traitement laser? En cas oui, est-ce que tu donnes un hypotonisant systématique systématiquement une majoration? À quelle dose tu donnes ou on peut recommander? Oui, je fais exactement le même protocole que pour un autre patient, c'est-à-dire que je mets de la iopidine juste avant de réaliser mon traitement laser. Et j'encadre, si le patient a déjà un traitement hypotonisant, je vais majorer ce traitement hypotonisant et lui rajouter un traitement local, typiquement la iopidine après. Et je vais surtout, alors beaucoup d'IP que je fais dans le contexte d'une fermeture angulaire, je ne vais pas forcément les contrôler le lendemain. En revanche, dans le cadre de la dispersion pigmentaire, je vais alerter le patient, lui laisser mon numéro de téléphone éventuellement, enfin l'inviter à m'appeler très rapidement s'il a des signes, s'il déplore, s'il a le moindre signe qui lui paraît anormal, qu'il soit visuel, qu'il soit d'une sensation un petit peu particulière dans l'œil. Et je les revois systématiquement pour mesurer leur pression le lendemain. Oui, je pense que tu as raison d'être prudente. Ce ne sont pas des iridotomies à faire le vendredi après-midi. Merci beaucoup pour tes réponses. Cédric, je te laisse terminer sur les glaucomes traumatiques. Et donc, on va clôturer avec Jean-François Rouland. Deux questions pour toi. Une première très pratique, là aussi. Un patient qui arrive, qui a un IPhéma, potentiellement une hypertonie oculaire. La question, c'est comment tu le traites et particulièrement, quelle est la place de l'atropine? Est-ce qu'il faut mettre le corticoïde hors repos, oui, non? Est-ce que ça limite le saignement, oui, non? Et la place des corticoïdes, faut-il en mettre, oui ou non? Ou est-ce que simplement des hypotonisants, ça suffit? Alors ça, c'est une bonne question parce que l'atropine, c'est très discuté. La cycloplégie, si tu as une lésion du sphincter et si tu as des lésions de l'iris, le fait de dilater peut aggraver l'hyphéma. À l'inverse, mettre au repos la traction ciliaire et le muscle ciliaire qui a été agressé, tout dépend un petit peu du degré d'hyphéma. Si tu as un hyphéma qui fait moins d'un tiers avec là où tu as un hyphéma qui traîne, il est vrai que l'atropine peut être proposée. Les traitements, les bêta-bloquants, les IAC, en première intention, sont des traitements qui marchent bien. Prostaglandine, je l'ai noté parce qu'il n'y a pas de contre-indication, mais c'est pas un traitement, même si intellectuellement c'est logique parce qu'on ouvre la voie uvéosclérale, mais dans l'ordre c'est ça. Les IAC par voie générale, il faut savoir y penser.
ça marche assez bien chez les patients jeunes qui peuvent les supporter. On a vu tout à l'heure les risques de colite néphrétique, même sur des arthrites, dans les arthrites chroniques juvéniles, mais ce sont des traitements qui peuvent être proposés, sachant que l'hypertonie, elle peut ne pas être tout à fait présente dès le premier jour. C'est vrai que c'est pas entre l'IFEMA qui apparaît comme élément de base de la consultation initiale. Voilà un peu le principe. L'atropine, je dirais sur un IFEMA d'un tiers avec une absence d'hypertonie, non. Lorsque tu as un IFEMA qui traîne, qui récidive, oui. Très bien. Et toujours sur ce sujet-là du traumatisme, alors effectivement, il y a la question du rythme de suivi, parce qu'initialement, même s'il y a une récession, ils sont hypotones. Puis souvent, ils deviennent hypertones secondairement, et si on n'y prend pas garde, eh bien, on les retrouve quelques semaines ou mois plus tard avec une excavation. À quel moment intervient, enfin, à quel moment il faut se méfier, à quel moment il y a un moment il y a la bascule, quel rythme de suivi tu proposes chez ces patients qui ont un traumatisme, pas forcément un IFEMA, mais une hypotonie au départ. Alors l'hypotonie, au départ, elle est assez classique, mais c'est vrai qu'elle dure quelques heures, peut-être quelques jours, mais pas très longtemps. Et c'est pour ça que la notion de récession de 180 degrés, la littérature est assez claire. En dessous de 180 degrés, le pronostic est plutôt favorable. Au-delà de 180 degrés, là, il faut vraiment les prendre en charge. Et si je dirais avec les patients, je serais caricatural, mais dans ce type de contusion, moi, je les verrai tous les mois. C'est-à-dire que c'est un stade au départ. S'ils ne sont pas hypertones, s'ils sont hypertones, le mécanisme est un peu différent. Parce que là, tu les traites et tu les suis. Par contre, il faut être patient parce qu'on ne se précipite pas sur une chirurgie. Le traitement médical va permettre souvent de passer le cap. Mais la notion, si tu n'as pas d'hypertonie, mais que tu as une atteinte qui dépasse 180 degrés, là, tu les considères comme potentiellement à risque et donc tu les suis au moins pendant le premier trimestre, je dirais, tu les vois 2 ou 3 fois. Au-delà de 3 mois, le risque, et à ce moment, tu peux passer un délai à 6 mois. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes quasiment dans les temps. Je laisse Florent clôturer cette session, ce dernier webinaire avant l'été. Voilà, bon, effectivement, on est à l'heure, on va libérer tout le monde à l'heure du repas. Merci beaucoup à tous les orateurs pour les très belles présentations. Merci à l'audience qui, a priori, était très nombreuse. On a eu beaucoup de questions. On vous souhaite un bel été. On vous retrouvera donc au mois de septembre à Lyon pour le congrès d'automne de la SFG. On espère vous y voir nombreux. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir à tous. Bon été.